Chapitre 22. Mythologie. Maeva dormait dans ses voiles. La lune penchait sur Con son visage de nuque. Du côté de Mururoa, montait déjà une pâleur que guettait au passage la masse noire de la presqu'île de Tairapou. Con n'aimait pas la lune. Elle avait inspiré d'admirables promenades sentimentales, mais elle ne faisait plus illusion. Il n'est de pire déchéance. Pour voir loin, il fallait d'abord savoir fermer les yeux. Ne pas voir ce qui n'est pas visible est une cécité de l'âme. L'homme devait s'inventer, avec une résolution et une conviction absolue, et ne jamais céder un pouce de terrain à son éphémère identité historique. S'éteindra alors, à tout jamais dans le ciel, la constellation du chien. Con pensait souvent au cri que le picaro Carlos El Bierro, de Séville, avait lancé dans son dernier souffle, lorsqu'il fut enfin tombé aux mains de la Sainte Inquisition. Dieu se fera. Et il n'y eut jamais de cri de foi plus inspiré. Bien que le bourreau eût immédiatement étouffé ce blasphème sous un litre d'eau versé dans la gorge du faux conquistador d'un empire du soleil inexistant. Il faisait noir, la lune régnait sur les eaux, mais la masse confuse des arbres où paraissaient errer des ombres inquiétantes ne promettait rien de bon à celui qui se sentait un traître à son espèce. Un coup de feu, comme jadis, à Trinidad, et cette fois, ce serait fini. Le monde serait sauvé. Pourtant, ce n'était pas sa faute si la science était tombée aux mains de la puissance. L'Amérique, les Soviets, l'Angleterre et à présent la France. Plus tard, la prolifération, l'Inde, le Pakistan, et jusqu'à la bombe nucléaire artisanale, à la portée de n'importe quel tordu. Maudite technologie, pensa-t-il. La technologie est le trou du cul de la science. Con éprouvait cette frousse intense qui a toujours été un de nos grands moments d'authenticité. Il sentit un frôlement, mais ce n'était que la main de Maeva qui venait de se poser sur la sienne. « Nom de Dieu, tu m'as fait peur. »« Pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait peur ?» Il cracha avec dignité. « Sans blague. Et depuis quand un homme a-t-il besoin d'une raison pour avoir peur ?» Il voyait ses grands yeux briller dans le noir, ayant pris au ciel ses étoiles. « Tu sais, Con, des fois, j'ai l'impression que t'es pas sincère. »« Non ? S'étonna-t-il ? Je crois qu'il n'y a jamais eu de gars plus sincère que moi. Vraiment, je le crois. Je cache rien. »« Si. Tu ne vas pas recommencer avec cette histoire de toi, Mata. On n'était pas encore ensemble. »« Je te parle pas de ça. »« Alors quoi ?» Elle hocha la tête. « Tu devrais te purger, Con. Ça te ferait du bien. »« Je ne fais que ça. Je ne vis que pour ça. Je passe mon temps à me purger de tout. Depuis le premier silex jusqu'à Mao Tse-tung. On ne peut pas se purger plus que je ne le fais sans crever. C'est même la seule façon à peu près sûre de crever. Et encore. » Elle soupira. Avec le corps qu'elle avait, ses soupirs ne se voyaient pas seulement au titi. Les fesses elles-mêmes se mettaient à bouger. Il mit la main sur son bien terrestre. C'était la plus belle paire de fesses qu'il eût jamais aimée. Quand il les sentait sous sa main, il savait qu'il avait réussi sa vie. « Qui tu es, Con ? » ?»« Comment qui je suis ? Je te l'ai dit 100 fois. Je suis un des pères de la bombe à hydrogène française. Celle qui va exploser à Mururoa. C'est même pour ça que je me purge tout le temps. C'est pas ta faute. » »« Comment c'est pas ma faute ? Tu pouvais pas savoir qu'ils vont la foutre chez nous. Cette bombe. Tu croyais sûrement qu'ils allaient la foutre chez les autres. » Il fut très frappé par ce raisonnement. Cette fille, dans son innocence, remontait directement à la source de la sagesse populaire. « Ça c'est vrai, dit-il. » Con, couché sur le dos, leva un peu la tête et se regarda en train de monter sous la caresse, au-dessus de l'horizon, au milieu de la voie lactée, et plus haut encore. Il ne semblait pas y avoir de fin à ses possibilités. Mais lorsqu'il fut à peu près au niveau de Centaure, il estima qu'il avait atteint la limite de sa grandeur et attira doucement vers lui la tête de Maeva. Il demeura cependant un moment encore sur le dos, regardant avec fierté son sexe dressé sur un fond d'étoiles.
Son sceptre d'homme plantait comme un bâton de maître au milieu des multitudes célestes. Parmi toutes ces années-lumière qui chantaient dans les ténèbres bleues à la gloire des Atlantides depuis longtemps disparues. Il régnait. On eût dit que les constellations baissaient la tête sous le sceptre souverain du roi de la création. Alors, Con, et moi? Il se retira du ciel et s'occupa de Méhéva. La lourde beauté de ce corps aux formes primitives, et comme archaïques dans leur rudesse, lui donna une fois de plus le vertige des temps originels. Cependant qu'autour de cette nudité qui attendait sa venue, la nuit sortait de sa banalité usée pour redevenir le paréo légendaire et étoilé dont parle le premier Hutu des Haris. C'était le paréo que des esclaves géantes tenaient dans leurs mains, après avoir déshabillé celles que les prêtres offraient, certains soirs de grande lune, au plaisir des dieux. En ces temps, les nuages étaient appelés Aorai, demeure royale, dont les puissances alléchées descendaient vers la proie éperdue dans leurs pirogues, aux 7 couleurs, les anoinois, que l'on pouvait parfois apercevoir en plein jour, et que les hommes blancs venus de nulle part devaient plus tard appeler arc-en-ciel. Appuyé sur ses mains, Con regardait celle qui était encore si proche de la première étreinte, alors que les hommes ignoraient tout de même et pouvaient encore tout espérer. Il posa ses lèvres sur les siennes dans ce geste jadis magique et se souleva davantage pour nourrir ses yeux de cette forme originelle où les hanches et les seins évoquaient la splendeur d'une maternité et d'une naissance qui ne purent jamais s'accomplir et dont la nostalgie poussait l'homme à errer à la recherche d'un chemin authentique et qui attendait encore son premier pas. Il eut envie de lui parler de cette virginité de la terre dont son corps était encore si proche, de lui murmurer les noms des dieux chassés, qui avaient emporté avec eux tous leurs secrets et toutes leurs images intactes, pour ne laisser aux mains des conquérants qu'une apparence faite de pierre et de bois peinturluré. Tu sais à quoi tu me fais penser? Nu, sur le sable, dans toute ta vérité. Elle lui caressa le visage. Oui, je sais. Mon papa allemand me l'a souvent dit. Il aimait aussi baiser sur la plage, au clair de lune, et il disait que je ressemblais à la bohémienne endormie du douanier Rousseau. Il m'a montré une reproduction. Con fit une chute vertigineuse qui le laissa démuni, réduit à sa plus simple expression. « Nom de Dieu !» hurla-t-il. « C'est dégueulasse! Tout est foutu! Il ne reste plus rien. » Mais Eva le regarda et parut convaincue. « Ça reviendra, » le rassura-t-elle. « Ça revient toujours, ce truc-là. Ne t'en fais pas. Tu rebanderas. »« Je ne te parle pas de ça, » gémit-il. « Ça, je sais. C'est même la seule chose qui revient. Mais les îles, la Polynésie, les origines, le paradis terrestre, c'est fini. In the baba. Il n'y a plus d'innocence nulle part. C'est foutu. » Ça l'était vraiment. L'homme était allé si loin dans la démystification qu'il ne lui restait plus qu'à s'incliner devant sa propre authenticité, afin que le mythe de l'homme dont il était si longtemps nourri cessa de le torturer par ses exigences impossibles